Bienvenue dans Guide de l'utilisateur, une série pensée comme un mode d'emploi pour les humains qui essaient de rester lucides dans un monde absurde. Le but de cette série, c'est d'offrir des explications basées sur la science pour éviter que le besoin naturel de réponse nous pousse vers les religions et les histoires magiques. Quand on ne comprend pas, on est vulnérable aux explications absurdes. Surtout quand elles promettent du sens, du réconfort, une vie après la mort. Dans les épisodes précédents, on a vu comment la science fonctionne comme méthode pour tester la réalité, comment l'univers peut naître sans créateur, comment la vie peut émerger de la chimie, comment l'être humain est le produit d'une longue évolution, pas une création spéciale. Aujourd'hui, on aborde une question ultra sensible. Qu'est-ce que je suis ? Un cerveau ? Une conscience ? Une âme ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui survit à la mort ? Ou bien tout ce que je suis est-il le produit d'un organe biologique dans ma tête ? Commençons par le concret, le cerveau. Le cerveau humain est un organe d'environ 1,3 à 1,4 kg fait de graisse, d'eau, de protéines, de sels minéraux. Il contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau incroyablement dense. Les neurones sont des cellules spécialisées qui reçoivent des signaux, intègrent ces signaux, envoient des impulsions électriques le long de leur axone. Les synapses, ce sont les points de contact entre les neurones où l'information passe grâce à des substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, glutamate, GABA, etc. Tout ce que tu perçois, ressens, penses, imagines vient de l'activité de ce réseau. Quelques faits simples montrent à quel point le cerveau est au cœur de tout. Si on endommage certaines parties du cerveau, des capacités précises disparaissent. Langage, mémoire, reconnaissance des visages, contrôle des mouvements. Si on coupe les connexions entre les deux hémisphères, la conscience se fragmente en quelque sorte en deux systèmes partiellement indépendants. Si on modifie la chimie du cerveau avec des drogues, des médicaments, de l'alcool, la perception, l'humeur et même la personnalité peuvent changer. Ce n'est pas une hypothèse. C'est constaté chaque jour en neurologie, en psychiatrie, en neurochirurgie. Tout pointe dans la même direction. Ce que tu appelles « toi », c'est une activité de ton cerveau. La conscience n'est pas un interrupteur on-off simple. Il y a différents états de conscience qui montrent bien le lien direct avec l'activité cérébrale. En état de veille, le cerveau est dans un mode d'alerte modéré à élevé. Des réseaux spécifiques dans le tronc cérébral, le thalamus, le cortex, maintiennent un niveau d'éveil. Si ces réseaux sont gravement endommagés, la personne tombe dans un coma ou un état végétatif. Pendant le sommeil, la conscience se modifie. En sommeil profond, le cerveau est actif, mais l'activité est lente et synchronisée. La conscience subjective est minimale ou absente. En sommeil paradoxal, l'activité du cerveau devient plus proche de l'état de veille, mais le corps est paralysé. C'est là que surviennent la plupart des rêves vifs. Quand tu rêves, tu vis une réalité interne complète. Images, émotions, histoires. Pourtant, tes yeux sont fermés, ton corps ne bouge presque pas. Ce que ça montre, c'est que le cerveau peut générer un monde entier sans aucune entrée sensorielle réelle. L'anesthésie générale est un test brut. On injecte un produit, l'activité cérébrale change et la conscience disparaît. Pas d'âme qui flotte au plafond. Pas de moi qui continue de raconter des histoires. Simplement un cerveau dont les réseaux de communication sont temporairement perturbés au point que l'expérience subjective se coupe. Les accidents cérébraux graves, les comas, les états végétatifs montrent la même chose. La conscience dépend directement de l'intégrité de certains réseaux dans le cerveau. Quand les circuits sont trop endommagés, il n'y a plus d'expérience consciente. Si la conscience était une âme indépendante, elle ne devrait pas être autant perturbée par un peu de chimie ou par la taille d'un hématome dans le crâne. Les expériences de mort imminente sont souvent utilisées comme preuve d'une âme et d'un au-delà. Le scénario classique, tunnel, lumière, sensation de décorporation, rencontre avec des proches décédés, sentiment de paix. Il faut prendre ces témoignages au sérieux, mais pas dans le sens religieux du terme. On peut les étudier avec des outils scientifiques. Ce qu'on sait, ces expériences surviennent dans des situations de stress extrême pour le cerveau. Arrêt cardiaque, manque d'oxygène, anesthésie profonde, traumatisme. Des phénomènes similaires peuvent être provoqués par certaines drogues, par des stimulations cérébrales ou par des syncopes,
perte temporaire de conscience. Beaucoup d'éléments des EMI peuvent s'expliquer par le manque d'oxygène dans certaines zones visuelles, perception de tunnels, de lumière au centre, des désynchronisations entre les réseaux qui traitent la position du corps, sensation de flotter, de se voir de l'extérieur, la libération massive de neurotransmetteurs, sentiment d'euphorie, de paix, distorsion du temps. Ces expériences sont réelles pour la personne qui les vit, au sens où ce sont de véritables états subjectifs. Mais cela ne prouve pas un ailleurs. Une hallucination n'est pas moins intense qu'une perception réelle. Elle est juste générée par le cerveau, sans correspondance avec un monde extérieur. Dire « j'ai vécu quelque chose de très fort, donc c'était forcément l'âme qui quittait le corps », revient à confondre intensité subjective et vérité objective. Les EMI sont très intéressantes pour comprendre comment le cerveau produit la conscience. Elles ne sont pas une preuve d'un au-delà. Même si tout pointe vers le cerveau, beaucoup de gens continuent de ressentir fortement qu'il y a en eux quelque chose de plus, une âme immatérielle. Ce sentiment a des explications psychologiques et neurologiques. Spontanément, l'être humain a tendance à se vivre comme un corps fait de matière, un moi intérieur qui pense, ressent, décide. C'est très naturel de se dire « mon corps est là, mais moi je suis derrière mes yeux, je regarde à travers lui ». Les enfants montrent très tôt une forme de dualisme intuitif. Ils pensent qu'un esprit peut exister sans corps, que les morts continuent parfois de savoir des choses, etc. Ce n'est pas une doctrine philosophique, c'est une intuition liée à la manière dont le cerveau sépare les informations sur le corps physique et les pensées. Le cerveau reçoit une avalanche de signaux, de la vision, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, des sensations internes, des souvenirs, des projections dans le futur. Pour ne pas devenir fou, il fabrique en permanence une histoire cohérente, un film continu. Je suis un individu, stable, avec des goûts, un passé, une identité. Mais cette continuité est en partie une illusion. On le voit dans les cas de certaines pathologies neurologiques ou psychiatriques. Amnésie profonde, la personne perd une grande partie de ses souvenirs autobiographiques, mais continue de se sentir elle-même. Trouble dissociatif. Certaines personnes ont l'impression d'avoir plusieurs moi distincts. Syndrome de la main étrangère. Une main agit contre la volonté consciente. Tout ça montre que ce moi unifié n'est pas une entité simple, mais le résultat d'un travail constant du cerveau pour recoller les morceaux. L'âme, telle qu'on la ressent, pourrait être une construction utile du cerveau, pas une substance immatérielle. Parler de cerveau et d'âme amène naturellement à la question du libre arbitre. Si tout ce que je suis est le produit de mon cerveau, et si mon cerveau obéit aux lois de la physique, est-ce que je suis vraiment libre ou est-ce que tout est déterminé? Les expériences célèbres en neurosciences ont montré que, dans certaines tâches simples, l'activité cérébrale qui correspond à une décision commence avant que la personne ait conscience d'avoir décidé. Autrement dit, le cerveau choisit avant que le moi conscient puisse dire « je choisis ». Ça pousse certains à conclure « le libre arbitre est une illusion ». La réalité est plus nuancée. Ce qu'on peut dire, il n'y a pas besoin d'une âme immatérielle pour expliquer les décisions. Elles émergent de processus neuronaux, influencés par notre génétique, notre histoire, notre contexte. Notre moi conscient n'a pas accès à tous les déterminants de nos choix. Il raconte souvent l'histoire après coup. J'ai choisi ceci pour telle raison, alors que de nombreux facteurs étaient inconscients. Mais ça ne signifie pas que tu es juste un robot sans aucune marge de manœuvre. Car ton cerveau lui-même est toi. Dire « c'est mon cerveau qui a décidé, pas moi » n'a pas beaucoup de sens. Tu peux, grâce à la réflexion, à l'information, à l'entraînement, modifier la façon dont ton cerveau réagit. La société a besoin de garder l'idée de responsabilité, pas au sens religieux de culpabilité éternelle, mais au sens de « tu es l'agent à travers lequel ces actions se produisent et on doit agir sur toi ». Éducation, sanctions, thérapie, pour réduire le mal et augmenter le bien. On peut donc voir le libre arbitre, non pas comme une liberté magique, hors des lois de la nature, mais comme la capacité d'un système très complexe, ton cerveau, à intégrer de multiples informations, à simuler des futurs possibles et à agir en fonction de buts, de valeurs, d'anticipation. Pas besoin d'âme pour ça. Mais ça reste important pour l'éthique, la justice,
les relations humaines. À ce stade, on peut répondre à la question du titre. Cerveau, conscience, âme. Que suis-je? Tu es un organisme vivant, produit de l'évolution. Un corps fait d'atomes, de cellules, de neurones. Un cerveau qui génère en permanence un flux de conscience. Des pensées, des émotions, des souvenirs. Un ensemble de processus dynamiques, pas une chose fixe et immuable. Tu n'as probablement pas d'âme immatérielle qui flotte et qui survit intacte à la mort du cerveau. Mais tu as quelque chose de plus impressionnant encore. La capacité, en tant que matière organisée, de réfléchir à toi-même, de te demander « qui suis-je ?» de modifier ton propre fonctionnement, de te projeter dans l'avenir. La vision matérialiste n'enlève pas la profondeur de l'existence. Elle enlève seulement l'illusion du magique. Elle te rend propriétaire de ta vie, ici et maintenant, plutôt que de te faire attendre des récompenses ou des punitions dans un au-delà imaginaire. Tout cela peut être déstabilisant. Si je n'ai pas d'âme immortelle, si ma conscience dépend de mon cerveau, si après la mort, il n'y a plus rien, qu'est-ce que ça change? Ça enlève certaines illusions. L'idée que tout arrive pour une raison cosmique. L'idée que la justice parfaite sera faite après la mort. L'idée qu'une entité extérieure dirige ta vie. Mais ça ouvre aussi d'autres perspectives. La conscience devient encore plus précieuse parce qu'elle est limitée. Les autres deviennent encore plus importants parce qu'ils sont comme toi, des êtres sensibles, fragiles, temporaires. La responsabilité devient plus réelle. Ce monde-ci est le seul que tu connaisses. C'est ici que tes choix ont un impact. Tu peux alors donner du sens à ta vie, non pas parce qu'un Dieu t'en a attribué un, mais parce que tu construis ton propre sens. Dans tes relations, tes projets, ta créativité, ton engagement, ta curiosité. Tu n'es pas une âme exilée dans un corps. Tu es un corps vivant, conscient, capable d'aimer, de penser, de créer, pendant un temps limité. Et ça, en soi, c'est déjà vertigineux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Guide de l'utilisateur. Si ce regard sur le cerveau, la conscience et l'âme t'aide à te libérer un peu des peurs religieuses, des menaces d'enfer, des promesses illusoires de paradis, voici comment tu peux soutenir ce projet. À quelqu'un qui se pose des questions sur la conscience, la mort, l'âme. Mets un like, ça prend 1 seconde, mais ça aide énormément à faire remonter ce contenu. Rejoins-moi sur Patreon, le lien est dans la description. Ton soutien régulier m'aide à consacrer du temps à la recherche, à l'écriture, à la production. Fais un don sur ma page Ko-fi. Même quelques euros font une vraie différence concrète pour continuer cette série. Plus il y aura de gens qui comprennent qu'on peut vivre lucide, sans illusions surnaturelles, plus il sera difficile pour les discours religieux de reprendre le contrôle sur nos peurs. Dans le prochain épisode, on va prendre du recul. Pourquoi les religions existent-elles? Quels sont les mécanismes psychologiques et sociaux qui les font naître et les maintiennent?